Merci beaucoup. Donc je commence par ma première question. Comment s'organisent les soins dans le service avec les partenaires extérieurs, professeur Chambost? Alors, bon, les intervenants qui viennent d'entrer vont répondre, mais il y a une place pour les soins à l'hôpital qui est très importante. On l'a dit tout à l'heure, ce sont des centres experts qui font le diagnostic, qui initient le traitement et qui vont régler le programme de soins sur le long cours. Mais beaucoup d'autres intervenants sont indispensables et on a essayé au fil du temps de rapprocher une partie des traitements du domicile du patient et de la prise en charge des enfants au plus près de chez eux. Alors il y a des périodes dans lesquelles il est indispensable de couper le lien avec le domicile parce que les traitements sont trop lourds et doivent être faits dans les centres experts. Mais ceci évolue et je pense que le docteur Afaya et Emmanuel Coca qui travaillent conjointement au sein du réseau vont nous expliquer comment on peut traiter en dehors des centres experts hospitaliers du CHU. Alors justement, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, docteur Afaya Roussel et Emmanuel Coca, nous expliquer ce que c'est le réseau REHOP? Alors, REHOP, c'est une abréviation qui veut dire Réseau d'hématologie et d'oncologie pédiatrique de la région PACA-Corse. Il y a en effet dans toutes les régions de France des réseaux. Chaque région va avoir son réseau. Et notre rôle, c'est de coordonner les soins entre tous les acteurs qui vont intervenir dans la prise en charge du patient. Que ça soit donc au CHU, ici, à Marseille, ou à Nice, parce qu'en PACA-Corse, il y a 2 CHU avec 2 services d'oncologie, hématologie et immunologie pédiatrique. Et puis, tous les intervenants dont parlait le professeur Chambost, qui peuvent intervenir au domicile du patient, dans les services de pédiatrie généraux plus proches du patient. Et notre rôle, c'est vraiment d'aller faire le lien entre tous ces intervenants. On est une petite équipe au REHOP avec 2 médecins coordonnateurs, une infirmière, moi, et une secrétaire administrative et une chargée de projet qui s'occupe aussi de l'après-cancer. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je reviens un peu vers vous, professeur Chambost. Quel type de structure il faut pour prendre en charge les cancers de l'enfant? Est-ce qu'il faut quelque chose de très gros forcément ou pas? Alors il faut quelque chose qui est le centre de cancérologie qui est, comme l'a dit le professeur Michel, multidisciplinaire, multiprofessionnel, avec tout le plateau technique du diagnostic qui va par le laboratoire d'hématologie, le laboratoire d'anatomopathologie, l'imagerie et tout ceci de manière très spécialisée et en particulier avec des spécialistes pour les enfants. Et puis le plateau de soins avec un service de chimiothérapie dans lequel on peut accueillir des enfants très immunodéprimés avec un environnement protégé, la possibilité de réaliser des greffes dans certains cas et des équipes de chirurgie qui permettent là aussi d'intervenir au bon moment, soit pour le diagnostic, soit pour une partie thérapeutique lors des prises en charge de tumeurs solides, des tumeurs d'organes. Le plateau comporte aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, une équipe de radiothérapie et toutes ces équipes doivent avoir des spécialistes de la prise en charge pédiatrique qui est tout à fait particulière et que ce soit pour la chirurgie, que ce soit pour les complications, ce plateau comporte aussi parmi les spécialistes de l'enfant une équipe d'anesthésie et de réanimation pédiatrique spécialisée pour que toute la prise en charge puisse être faite dans les meilleures conditions. Et autour de ce centre de cancérologie vont graviter tous ceux qu'on commençait à citer le docteur Roussel et Emmanuel Coca, c'est-à-dire des centres de proximité, des services de pédiatrie des hôpitaux périphériques et on travaille avec vraiment tous les départements et leurs services de pédiatrie d'hôpitaux généraux et puis des équipes de libéraux qui permettent de faire les soins à domicile et peut-être qu'on peut dire ce qui se passe au domicile du patient, ce qu'on est capable de faire. Donc effectivement, mon rôle principal, c'est de former des équipes d'infirmières libérales, infirmières, sur toute la région PACA pour qu'elles puissent prendre en charge nos petits patients à domicile sur les soins. Donc la première des prises en charge la plus importante, c'est les soins des voies centrales. Tous nos patients sont porteurs d'une voie centrale, que ce soit un Portacat, un Broviac ou un PICC-Line, et il y a besoin de soins sur ces voies centrales, alors des pansements, mais aussi des bilans sanguins, puisqu'il y a besoin de surveillance de bilan. Écoute, 2 secondes, une voie centrale, est-ce que vous pouvez juste expliquer pour les personnes qui ne sauraient pas ce que ça veut dire? Oui, donc c'est un cathéter qui est implanté et qui est relié jusque dans la veine cave où on peut injecter des produits et notamment des chimiothérapies qu'on ne pourrait pas injecter dans les veines puisque ça abîme le capital veineux.
Parfait, merci. Alors, juste pour préciser, effectivement, ces voies veineuses qui sont indispensables pour la réalisation du traitement permettent de faire le traitement à l'hôpital, mais à la maison permettent par exemple de prélever du sang pour faire des bilans sanguins et surveiller l'après-chimiothérapie. Et elle se manipule d'une certaine manière qui nécessite une certaine formation que le réseau se doit d'assurer pour que le patient puisse être à son domicile tranquillement. Voilà. Donc moi je forme les libérales sur ce type de gestes, mais y compris sur tous les autres gestes qui peuvent être faits à la maison, des injections en sous-cutané, des pansements, de l'alimentation. Il y a des enfants qui sont alimentés par sonde et donc l'alimentation peut être faite au domicile par les équipes d'infirmiers libéraux. Et du coup, comment vous travaillez avec les pédiatres et avec les autres soignants de ville? Quels soins peuvent être réalisés au domicile? Alors, donc au domicile, effectivement, Emmanuel Coca a bien évoqué les soins sur la voie veineuse centrale, l'alimentation, etc. Parfois, on peut avoir recours donc, à d'autres structures, en l'occurrence les services de pédiatrie généraux. Par exemple, un enfant peut avoir besoin d'une transfusion au cours de son traitement. Et s'il habite à Bastia, à Gap, il n'est peut-être pas obligé de venir sur Marseille. Et donc, on se doit aussi de former les centres généraux et de leur donner la capacité d'accueillir ces patients pour ce qu'on appelle des soins de support entre les traitements spécialisés. Donc ça, c'est la première chose avec les services de pédiatrie généraux. Et ensuite, le pédiatre de ville ou le médecin traitant, qui est souvent le médecin qui connaît l'enfant depuis de nombreuses années, a fini souvent par adresser le patient dans un centre hospitalier généraux qui ensuite nous l'adresse. Donc c'est vraiment des acteurs clés au sein du parcours du patient et donc le réseau se doit d'assurer les échanges, de les tenir informés pour que à un moment donné dans le parcours de soins on puisse échanger avec eux et leur adresser les patients pour un certain suivi. Voilà. On travaille aussi avec les HAD, qui sont les hospitalisations à domicile, justement, pour quand il y a des soins qui sont trop lourds et peut-être trop lourds pour une infirmière libérale, on peut mettre en place une HAD où là, c'est des équipes plus complètes et qui peuvent être là H24, comme on pourrait l'être à l'hôpital, mais à la maison. Merci beaucoup. On va parler du parcours de greffe. Est-ce qu'il y a des soins est-ce qu'il y a des parcours de soins particuliers qui sont mis en place, par exemple le suivi en cas de greffe? Et donc là, on s'adresse à Marion Rouge. Oui, alors du coup, en fait, il faut comprendre que le parcours de greffe, il est long. Il impose déjà une hospitalisation qui est au minimum de 2 mois, plus ou moins des réhospitalisations derrière, et dans tous les cas, des venues qui sont très fréquentes à l'hôpital pendant l'année de greffe. C'est un parcours qui est semé de complications à court terme, moyen terme et long terme et qui impose des restrictions aux patients, autant sur le plan social avec un isolement social, des règles alimentaires et sur l'hygiène qui sont très strictes et sont difficiles à supporter pour le patient. Et ce parcours, il intervient après des longs mois de traitement, voire des fois des années. Du coup, ça a un impact psychologique assez important. Et l'équipe de greffe qu'on est, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est déjà d'optimiser en fait au maximum les venues des hôpitaux dans l'hôpital, pour impacter le moins possible leur vie personnelle, de développer l'éducation thérapeutique pour essayer d'impliquer et que les patients et leurs familles se rendent acteurs de leur parcours. Et de créer aussi un peu de la référence, que ce soit des mêmes personnes qui sont susceptibles de répondre plus facilement à leurs besoins. Et globalement, je dirais qu'en fait, on essaye de trouver des compromis entre leurs besoins et nos exigences. C'est-à-dire ? En termes d'exigences ? Oui. Il y en a beaucoup. Ça reprend un peu toutes les règles sur l'isolement social. Ils peuvent pas reprendre la collectivité, ils peuvent pas aller faire des magasins, ils peuvent pas fréquenter d'autres personnes, même si c'est de leur famille. On a vraiment un impact en fait sur toutes les sphères, que ça soit familiale, sociale ou privée. Et du coup, pour eux, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à supporter. Peut-être qu'il faut faire une toute petite coupure pour faire le lien entre la greffe et le cancer, ce qui n'est pas forcément évident. On parle de greffe, ce sont des greffes de cellules souches hématopoïétiques, c'est-à-dire changer l'usine à globules
et ceci est indiqué chez certains patients atteints de cancer dans le cas de leucémie, soit d'emblée grave, soit de leucémie qui évolue mal sous chimiothérapie. Et donc un certain nombre d'enfants rentrent dans ce parcours de greffe au cours du traitement de leur cancer. Donc tout ce qu'a dit Marion Rouget est effectivement la réalité. C'est un parcours semé d'embûches avec des résultats qui heureusement sont souvent au rendez-vous et à terme font partie des progrès des dernières années. Et moi, je voulais juste insister sur l'apport qu'a le poste de Marion Rouget, qui a fait une formation donc pour être infirmière en pratique avancée, elle est puéricultrice, et elle a poursuivi sa formation pour pouvoir être au sein de l'équipe, entre les médecins et l'équipe soignante, comme c'est le cas dans certains parcours de soins, vraiment l'interface qui permet d'améliorer ce parcours et de faciliter pour les patients le parcours de soins. Merci beaucoup. C'était ma prochaine question. C'était votre rôle en particulier en tant qu'infirmière de pratique avancée dans le service, le lien entre l'infirmier et le médecin. Qu'est-ce que ça représentait ? Du coup, comme l'a dit le professeur Chambas, c'est que vraiment je me situe un peu dans les deux milieux. J'ai un pied dans le côté médical et un pied dans le côté paramédical. Je fais du suivi clinique en fait en alternance avec nos médecins de greffe. J'ai un gros plan aussi sur l'éducation où on essaye vraiment de développer beaucoup plus l'éducation thérapeutique pour nos petits et grands patients. J'ai aussi beaucoup de liens avec les équipes paramédicales. Des fois, les médecins sont un peu moins disponibles que par exemple je peux l'être sur pour répondre à leurs questions sur les patients, sur les changements thérapeutiques, sur la décroissance de certains médicaments, etc. Donc voilà, j'essaye vraiment d'être beaucoup dans la communication, de faire le lien entre les différentes personnes, et je suis devenue quelque part un peu une référente pour nos patients greffés, où ils ont mon numéro et je suis la première personne en fait qu'ils appellent pour soit répondre à leurs questions, soit orienter, soit les faire venir, soit parfois aussi faire des points téléphoniques sur leur état clinique, et ça permet parfois d'éviter une venue supplémentaire à l'hôpital. Voilà, en gros. Merci beaucoup à toutes les trois pour vos réponses sur Merci. la prise en charge en réseau.